webinaire consacré à EasyV et plus particulièrement à la gestion sous mandat dans EasyV avec un invité de choix, Sébastien Racine, directeur adjoint de la gestion sous mandat et responsable de la multigestion chez BPE. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Imen, bonsoir à tous. Merci énormément d'être présent donc aujourd'hui pour nous donner ton éclairage. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec ta vision sur les messages clés à retenir pour les premiers mois de l'année, donc sur la toile de fond macroéconomique. Et pour commencer, la croissance économique, la dynamique économique. Que peux-tu nous dire sur cette dynamique, Sébastien? Restrictions sanitaires qui ne sont plus là, plan de relance toujours très présent, et épargne excédentaire, tout ça continue clairement de porter l'économie, surtout aux États-Unis et en Europe. Regardez les chiffres de l'emploi encore qui sont tombés aux États-Unis. Alors, on aura les chiffres récents demain vendredi, mais les derniers chiffres qu'on a eus sont excellents. Ben voilà, on a un graphique sous les yeux. Vous avez en bleu le nombre d'emplois privés aux États-Unis depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Vous voyez que ça croît, notamment avec la population qui croît également. Et la ligne en violet, c'est la tendance avant le Covid, sans le Covid. Et puis la ligne bleue, vous voyez l'effondrement du nombre d'emplois aux États-Unis avec le Covid. Et regardez comme ça repart très très vite. La ligne verte, c'est une projection de ce qui pourrait se passer dans les prochains mois. C'est-à-dire que si ça continue à ce rythme, on pourrait avoir assez rapidement plus d'emplois aux États-Unis que s'il n'y avait pas eu de Covid, si on était resté sur la tendance précédente. Tellement l'économie repart très très vite. Donc, ça c'est le contexte actuel et ce contexte présente malheureusement un inconvénient, c'est qu'en fait on est en surchauffe. Alors notamment l'économie américaine est en surchauffe. Trop d'argent public aidé par les banques centrales a été injecté dans l'économie et donc on se retrouve avec une conséquence de cette surchauffe, c'est que l'inflation monte. Elle monte pour deux raisons. La demande très très forte, je viens d'expliquer, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, une demande très très forte de la part des consommateurs, une consommation très forte, et en même temps des problèmes d'offres, d'approvisionnement, puisqu'on a les problèmes de confinement en Chine qui perturbent les chaînes d'approvisionnement d'un grand nombre de secteurs. Essayer d'acheter une voiture neuve, essayer d'acheter une PlayStation 5, c'est très compliqué parce qu'il y a des pénuries d'un certain nombre de composants. S'ajoute à ça le conflit ukrainien qui crée des pénuries sur des matières premières, sur du soja, sur de l'huile de tournesol, on a beaucoup entendu parler, et tout ça c'est inflationniste. Donc beaucoup de demandes, une offre perturbée par le Covid en Chine, par la guerre en Ukraine, et on a un cocktail négatif qui crée de l'inflation de manière vraiment très très forte. Donc ça c'est le contexte actuel. Économie qui va bien, inflation très très forte, et donc la conséquence de ça, c'est que vous avez deux impacts négatifs de l'inflation. Le premier, c'est que le consommateur, au bout d'un moment, peut se retrouver, d'ailleurs on le voit pour les ménages les plus modestes, peut se retrouver face à des choix, à devoir faire des arbitrages tout simplement. Je ne pars pas en vacances pour pouvoir faire le plein de la voiture tout simplement, et quand on a des revenus assez faibles. Donc ça peut impacter la consommation, premier effet négatif. Et le deuxième effet négatif de l'inflation, c'est que les banques centrales et les États ont mis tellement d'argent dans le circuit, ont provoqué cette surchauffe qu'il faut maintenant retirer, en tout cas alléger ces injections de liquidités et ces taux d'intérêt très très bas. Donc il faut serrer un peu la vis pour calmer la machine. Concrètement, ça veut dire quoi? Monter les taux directeurs pour les banques centrales et arrêter de créer de la monnaie pour acheter des centaines de milliards d'euros et de dollars de titres obligataires sur les marchés. C'est ce que faisaient les banques centrales jusqu'à présent. Et ça a des conséquences pour les marchés financiers, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et pour l'économie. Mais tout n'est pas noir, c'est juste que la machine tourne trop vite. Il faut la calmer un petit peu, et ça, c'est le rôle de la Banque centrale. Alors justement, on abordera tout à l'heure le scénario central, désormais donc de BPE. Mais pour le coup, donc en fait, cette toile de fond macroéconomique a conduit à donc des perturbations sur les marchés financiers. Du coup, quel est le regard que tu portes toi sur justement les différents paramètres que l'on a pu voir se dessiner sur les marchés? Alors, les marchés ont été, comme très souvent, très cohérents dans leur
réaction à tous ces événements. Donc, vous avez deux événements très importants depuis le début de l'année. Donc, c'est le regain de l'inflation que je viens de mentionner et les banques centrales qui sont en train de serrer la vis, monter les taux, arrêter d'injecter de l'argent. Et le deuxième événement, évidemment, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et un troisième événement que j'ai oublié de mentionner, enfin, si je l'ai mentionné rapidement, c'est le confinement en Chine et les problèmes liés au Covid et qui entraînent quand même un ralentissement de l'économie chinoise. Donc, quand je dis que le marché est cohérent, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, les marchés actions ont baissé globalement, mais ils ont été assez sélectifs. C'est-à-dire que vous avez eu, par exemple, pour la partie qui concerne les tensions, voilà, on voit ici, les tensions sur le marché obligataire. Donc, il y a de l'inflation, les banques centrales sont en train de serrer la vis, comme je le disais. Le marché obligataire, c'est un marché coté. Ce que vous voyez là, ce sont des emprunts d'État de l'État français à 10 ans qui s'achètent en bourse. Donc, plus vous êtes demandeur, et plus le marché est demandeur d'emprunts d'État et achète, plus il fait baisser les taux. Et inversement, plus vous êtes vendeur et moins il y a de flux entrants, plus les taux montent. Ce qu'on constate aujourd'hui sur les marchés obligataires. Donc, vous voyez là qu'il y a encore quelques mois ou quelques trimestres, les taux de l'État français à 10 ans étaient à moins 0,45%. Donc, les investisseurs prêtaient à l'État français sur 10 ans à moins 0,45% par an. Aujourd'hui, on est à 1,50 et vous voyez surtout la pente verticale, ça monte très très vite. Le marché obligataire est en train de s'ajuster au contexte inflationniste. C'est normal, mettez-vous à la place d'un investisseur obligataire. Si vous pensez qu'il va y avoir beaucoup d'inflation, vous demandez plus de rendement pour au moins couvrir l'inflation. Sachant que même là, à 1,50, ça ne couvre pas encore la hausse de l'inflation. Donc, le premier ajustement très cohérent, c'est que le marché obligataire s'est ajusté, les taux montent, et ça a des conséquences sur les marchés actions. La première, c'est que ça va plutôt avantager les valeurs bancaires et globalement les valeurs décotées. En fait, je n'ai pas forcément le temps de détailler ici, mais des valeurs type valeurs technologiques, valeurs du luxe, les valeurs américaines comme Amazon ou Google, vous avez ici le cours de bourse de Alphabet, qui est la maison mère de Google. Vous voyez que le cours de bourse souffre depuis un certain temps. L'une des raisons, c'est la hausse des taux d'intérêt. Ces valeurs sont très dépendantes du niveau des taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt baissent, plus le marché est prêt à payer très cher ces très belles sociétés qui ont énormément de cash flow, qui ont énormément de rentabilité, qui ont énormément de visibilité, qui gagnent beaucoup d'argent. À l'inverse, quand les taux remontent, ces valeurs le marché est prêt à les payer moins cher. À l'inverse, il va se positionner davantage sur des titres décotés, sur des valeurs comme les banques, puisque les banques ont tout intérêt à ce que les taux d'intérêt montent pour faire plus de marge quand elles prêtent de l'argent à vous, à moi et aux entreprises. Donc, ce qu'on a vu, c'est hausse des taux d'intérêt, les valeurs technologiques, les valeurs du Nasdaq, mais les valeurs du luxe également en Europe ont souffert et les valeurs bancaires ont plutôt profité de ce contexte-là. Autre conséquence de la politique monétaire euh, euh, de plus en plus restrictive, notamment aux États-Unis, c'est le dollar. Donc le dollar, je n'ai pas mis de graphique, mais le dollar a beaucoup monté par rapport à l'euro. C'est normal. Les placements en devises américaines deviennent de plus en plus intéressants puisque les taux d'intérêt sont en train de monter aux États-Unis. En Europe, la Banque centrale européenne est un peu moins pressée, l'inflation est moins forte en Europe, donc elle monte les taux, elle ne les a pas encore montés d'ailleurs, à un rythme moins important. Donc le dollar devient de plus en plus intéressant à placer son argent. Donc, ça fait monter le dollar. Ça, c'est une autre conséquence. Donc, quand je vous dis que tout est cohérent, voilà, le changement de politique monétaire, attention aux valeurs du Nasdaq et technologiques, les valeurs bancaires et valeurs des côtés profitent, les marchés obligataires, quand les taux montent, on perd beaucoup d'argent. Le graphique que j'ai mis tout à l'heure avec les taux qui montaient, ça veut dire que le prix de l'obligation baisse. Donc, des clients qui ont du EasyBourse 50 ou du EasyBourse 75 avec de l'obligataire, le mouvement de hausse des taux fait baisser le prix des obligations. Donc, voilà les conséquences. Donc, ça, c'est les conséquences du durcissement de la politique monétaire. Et vous avez ensuite le deuxième événement qui vient vraiment perturber complètement cette lecture, c'est la guerre en Ukraine, puisqu'en fait, ça va avoir comme conséquence de faire monter le cours des matières premières et boursièrement des secteurs comme l'énergie, des valeurs comme Total, comme Royal Dutch Shell, comme BP
ont beaucoup profité, le cours de bourse a monté avec ces événements. On a également les valeurs de mines et métaux, des sociétés comme Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo-American, qui produisent, qui extraient du cuivre, par exemple, du fer, ont vu s'envoler le cours de ces matières premières avec les perturbations liées à la guerre en Ukraine. Elles aussi profitent boursièrement de ce qui se passe, et les valeurs d'armement. Donc on a 3 secteurs boursièrement, je ne les ai pas mis en graphique, mais ça paraît assez cohérent: le pétrole et le gaz, l'armement et les mines et métaux, qui ont beaucoup profité boursièrement du problème en Ukraine. Et géographiquement, là aussi, le marché a été très cohérent, c'est-à-dire que la zone qui est la plus impactée par ce qui se passe en Ukraine, c'est l'Union européenne, c'est la zone euro, puisqu'on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Certaines économies, vous le savez, en Europe importent beaucoup de gaz en provenance de Russie. À l'inverse, le Royaume-Uni, par exemple, est plus protégé parce qu'il a en mer du Nord des matières premières, et les États-Unis, j'en parle même pas. Les États-Unis sont beaucoup moins impactés par la guerre en Ukraine que nous, puisqu'ils sont exportateurs de pétrole et de gaz depuis l'invention des technologies de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Donc pour eux, ça va plutôt bien. Donc voilà ce qu'on a constaté. La guerre en Ukraine a pénalisé les actions de la zone euro, a avantagé les actions, les secteurs que j'ai mentionnés et les actions américaines, tout ça de manière assez cohérente. Mais vous voyez que ça peut aussi entrer en conflit avec ce que je disais tout à l'heure, puisque par exemple, l'invasion en Ukraine va impacter négativement les banques de la zone euro, puisqu'on a regardé Société Générale qui avait une filiale en Russie, ils font une croix dessus, ça leur fait perdre beaucoup d'argent. Donc la hausse des taux est positive pour les banques, mais vient dessus la guerre en Ukraine qui est plutôt négative pour les banques. Donc on se retrouve avec une lecture des marchés qui est très compliquée, puisque vous avez des éléments géopolitiques et de politique monétaire qui arrivent simultanément, qui sont parfois contradictoires dans les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les marchés financiers. Tout ça, c'est assez compliqué à appréhender. Et le dernier point, le Covid en Chine, vous avez le graphique ici, le marché chinois a touché des plus bas de 5 ou 6 ans récemment. Et nous, on estime qu'il y a un potentiel certainement de rattrapage sur les marchés chinois, mais regardez ce qui se passe à Shanghai, potentiellement à Pékin. Il faut être courageux aujourd'hui pour y aller, mais regardez le cours de bourse, c'est l'indice chinois, c'est tentant quand même d'y aller. Alors justement, parlons des convictions financières, tout d'abord qui ont marqué les premiers mois de l'année, avant d'envisager encore une fois donc, tout à l'heure le scénario central actuel. Ça a été marqué donc après ce que tu viens de dire par une hausse des obligations d'État, un renforcement des obligations indexées à l'inflation, plutôt une baisse du crédit et une exposition en dessous des jauges normales sur les actions. Je te laisse nous expliquer. Alors exactement. Alors qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a commencé l'année avec des portefeuilles sur la partie action plutôt investis, et à partir de février, un peu avant l'invasion russe, qu'on n'avait pas prévu, on ne pensait pas qu'il irait jusque-là, mais on sentait que les perturbations allaient demeurer, que les tensions allaient demeurer, et on sait que les marchés financiers ont horreur de l'incertitude. Donc ce qu'on a fait à partir de mi-février, c'est de commencer à vendre des actions. Donc on a réduit le poids des actions dans les portefeuilles Easy Bourse, qu'on gère en gestion sous mandat. On a également fait des arbitrages géographiques. Donc après l'invasion, donc quand on a vu que Poutine y allait finalement, alors qu'on n'y croyait pas forcément, et les experts qu'on interrogeait, la plupart disaient qu'il n'irait pas. Donc on a fait aussi des mouvements géographiques, vendre des fonds exposés aux actions de la zone euro, aux actions italiennes par exemple, des petites et moyennes valeurs de la zone euro ont été vendues pour acheter plutôt des actions soit européennes au sens large avec le Royaume-Uni et la Suisse. Royaume-Uni, je disais, parce qu'ils sont moins impactés que nous négativement par ce qui se passe, et la Suisse qui a un statut de valeur refuge, notamment avec le franc suisse. Quand c'est le bazar un peu partout dans le monde, le franc suisse a un rôle de valeur refuge. Donc ce qu'on peut constater. Donc vente de fonds de zone euro, renforcement de l'Europe au sens large et États-Unis, et puis recherche plutôt, toujours sur les actions, de thématiques de pricing power, c'est-à-dire de capacité pour les entreprises à passer des hausses de prix. Vous voyez bien que si vous êtes
une société de renom comme Apple, comme Nike, comme Louis Vuitton, vous avez plus de possibilités de passer des hausses de prix pour tenir compte de ce qui se passe, du renchérissement des coûts de matières premières, etc., des pénuries de main-d'œuvre aussi, j'en ai pas parlé. Il y a des pénuries de main-d'œuvre partout, ça fait monter les salaires. Donc ça, c'est des thématiques qu'on va chercher. Essayer de trouver des fonds qui investissent sur des valeurs leaders qui sont capables de passer des hausses de prix. Ça, c'est la partie action. Sur la partie obligataire, je suis obligé d'en parler. Jusqu'à présent, c'était extrêmement peu intéressant et on s'endormait quand on parlait de marché obligataire puisque les rendements étaient nuls, voire négatifs. Mais dans des mandats EasyBourse 50 ou EasyBourse 75, vous avez une partie d'obligations. Jusqu'à maintenant, c'était compliqué pour nous à gérer. Je t'ai expliqué pourquoi, parce qu'il n'y a pas de rendement. Il n'y avait pas de rendement. Quand on a vu arriver les tensions en Ukraine et le fait que la Banque centrale américaine était en train de durcir sa politique monétaire, on s'est dit il faut absolument réduire le risque de la partie obligataire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu énormément de fonds investis sur les emprunts privés. Vous avez deux grands types d'emprunts. Quand on achète des obligations sur les marchés, vous pouvez acheter de la dette de l'État ou de la dette d'entreprise. La dette de l'État est plus sûre que la dette d'entreprise, mais elle rémunère moins. Et on n'a rien sans rien. À l'inverse, quand vous investissez sur ce qu'on appelle des fonds crédits, donc des fonds investis sur des emprunts privés, vous avez davantage de rendement, mais plus de risque. On préfère prêter, c'est moins risqué de prêter à l'État allemand que de prêter à Air France ou à Renault. Vous voyez, vous n'avez pas le même niveau de risque, donc vous n'avez pas le même niveau de rendement. Donc, face à la hausse du risque, on s'est dit, on va fortement réduire ces investissements. Donc, on a vendu quasiment toutes nos positions sur le crédit, donc sur les emprunts privés. On a renforcé les investissements sur les emprunts d'État parce que c'est plus sûr. Donc, on a renforcé le côté défensif du portefeuille obligataire. Et ce qu'on a beaucoup joué aussi, c'est le thème des obligations indexées à l'inflation. Je n'ai pas le temps forcément de tout détailler en quelques minutes, mais il existe une classe d'actifs obligataires où le coupon qui vous est, vous savez, quand vous achetez une obligation, vous touchez un coupon, c'est normal, hein, vous êtes créancier, donc on vous paye. Le coupon a une particularité géniale, c'est qu'il est indexé à l'inflation. Pendant des années, tout le monde s'en fichait puisqu'il n'y avait pas d'inflation en zone euro, donc ça rapportait rien du tout. Mais là, aujourd'hui, on a une très très forte surperformance boursière, vraiment de prix, de performance des obligations indexées à l'inflation par rapport aux obligations classiques, parce que tous les trimestres, le coupon qui est versé dans le fonds est revu à la hausse, à la hausse, à la hausse. Donc ça, on l'a beaucoup renforcé. Donc voilà. Sur la partie action, vous l'aurez compris, beaucoup plus prudent qu'en début d'année. Baisse du poids action, renforcement des actions américaines. Et sur la partie obligataire, positionnement beaucoup plus prudent, beaucoup moins d'obligations privées, beaucoup plus d'obligations d'État et des obligations indexées à l'inflation pour essayer de tirer parti de ce contexte inflationniste. Donc voilà le positionnement actuel. Alors, Sébastien, juste un mot du coup sur les unités de compte en elles-mêmes. Et on va revenir après sur un épisode qui est assez emblématique des premiers mois de l'année. Sur l'univers en fait d'investissement actuel, faut dire que justement aujourd'hui l'univers est relativement dense. Donc vous avez à votre disposition plus de 130 OPC à ce jour, à la fois des OPC gérés activement, des FCP, des SICAV, mais également des ETF. Ce sont des fonds durables pour la grande majorité d'entre eux, qui sont labellisés éventuellement, qui ont donc une classification réglementaire justement donc de niveau élevé en termes de durabilité et qui ont le cas échéant également des notations extra-financières importantes et une architecture ouverte donc qui vous permet du coup de sélectionner des unités de compte auprès d'une multitude justement de sociétés de gestion de la place donc de Paris. Et enfin, un large univers avec une forte diversification, puisque vous avez à votre disposition plus de 50 catégories Morningstar qui sont recensées. Donc, il y a une vraie diversification. Peut-être un mot déjà sur cet univers d'investissement, et après, j'aimerais revenir encore une fois sur l'épisode concernant Nordea. Donc, un mot là-dessus? Oui, moi, beaucoup de choses ont déjà été dites. Le point important, effectivement, il y en a deux, c'est qu'on est en architecture ouverte. Donc, on a sélectionné une trentaine de sociétés de gestion. C'est suffisant pour couvrir énormément déjà de catégories.
de fonds. On peut jouer sur des zones géographiques, actions françaises, actions européennes, actions de la zone euro, actions américaines, chinoises, japonaises. On peut jouer sur des tailles de capitalisation, des petites et moyennes valeurs, des grandes valeurs. Donc là aussi, c'est assez pratique. Des thématiques, environnement, digital, valeurs des côtés, valeurs de croissance, valeurs du luxe, valeurs de santé. Donc on a énormément de possibilités. Et puis tout ça, on peut le combiner, bien sûr. On peut faire des thématiques aux États-Unis, puis des thématiques en Europe, et puis sur des petites et moyennes valeurs ou des grandes valeurs. Tout ça se combine. Donc ça fait beaucoup de catégories Morningstar, effectivement, de types de fonds. Sur l'obligataire, beaucoup de choses. Je mentionnais tout à l'heure les obligations indexées à l'inflation. Tout ça se fait via des fonds, évidemment. On n'a aucun titre en direct, vous l'aurez compris, hein, dans nos portefeuilles. Ce sont que des fonds. Même sur l'obligataire, on peut investir sur des obligations privées ou publiques, aux États-Unis ou en Europe, indexées sur l'inflation ou pas. Donc là aussi, il y a une possibilité, de grande possibilité d'adapter le portefeuille au contexte. Donc tout ça a été, donc ça fait plus de 11 ans enfin pour ma part, que je suis dans la société, et puis ça fait 16 ans que la gestion sous mandat existe chez nous. Donc ça permet d'avoir un éventail vraiment très large pour adapter les portefeuilles au contexte. Et Et justement, la oui, je grande t'en prie. nouveauté depuis, alors ça fait maintenant presque un an, on va bientôt fêter la première année, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus, et on va l'accentuer, un biais éthique, responsable. Donc, les fonds sont soit labellisés, label ISR, ou alors ont au moins 3 globes Morningstar. Morningstar note les fonds entre 1 et 5, 1 étant un fonds pas du tout ISR, 5, 13 ISR. Donc, on exclut 1 et 2 et on sélectionne des fonds 3, 4 ou 5. Ça, c'est le début. On va progressivement aller de plus en plus loin sur ce type d'investissement. Alors Sébastien, donc plusieurs ajustements ont été opérés au niveau justement des UC utilisés, et en particulier un ajustement sur lequel j'aimerais revenir et qui montre l'attention portée en fait à tout cet écosystème autour du fonds, pas uniquement le track record en lui-même, pas uniquement la composition du portefeuille, mais vraiment ce qui fait l'essence d'un fonds d'investissement. C'est notamment ce qui s'est produit sur le fonds Nordea Emerging Stars Equity Funds, qui a priori a été retiré donc de votre allocation suite au départ, justement, donc d'un des 3 gérants constituant l'équipe de gestion. Oui, oui, c'est un bon exemple. Euh, quand on sélectionne un fonds, on l'analyse évidemment, et ensuite on le suit. On le suit aussi bien en termes de performance, mais également de process de gestion, d'équipe de gestion, etc. Donc vous avez une analyse qui est faite très régulièrement. Et sur ce fonds, donc on suivait la performance et on regardait si elle était cohérente. Donc ça se passait assez bien. Et puis on a appris que l'un des 3 gérants du fonds avait démissionné. Ce qui nous a posé problème, c'est que ce fonds est investi sur les marchés actions émergents, et donc les gérants sont spécialisés par zone géographique. Vous vous doutez que des actions brésiliennes ou des actions chinoises, l'analyse n'a absolument rien à voir, et il faut être vraiment spécialiste aussi bien de la politique monétaire de chacun de ces pays, la gouvernance de ces pays, et également du contexte économique, inflationniste, etc. Et un être humain seul ne peut pas suivre tous ces facteurs au Brésil, en Arabie Saoudite, en Chine et en Thaïlande. Donc, ils sont spécialisés par zone. Et le gérant, ils sont 3, appuyés par toute une équipe d'analystes. Mais l'un des 3 gérants a démissionné et il s'occupait des actions chinoises. Les actions chinoises dans un fonds émergent, c'est quasiment 60% de l'investissement, puisque c'est largement le premier marché boursier émergent en Chine. Hong Kong, Shanghai et Shenzhen, ils sont 3 grandes places boursières, et un peu plus même, mais les 3 grandes places boursières. Et donc là, on a décidé de ne pas prendre de risques et de sortir le fonds. On a interrogé la société de gestion, on a rencontré le nouveau gérant parce qu'il était remplacé, mais il y a eu une espèce de jeu de chaise musicale où un analyste action chinoise a été propulsé gérant à la place du gérant qui est parti. Il était assez junior, selon nous, avec pas assez d'expérience. Et donc, c'est pas notre argent, hein, c'est l'argent de nos clients, c'est votre argent. Quand on investit dans un fonds pour le compte de nos clients, on délègue. Donc là, on délègue à Nordea, on confie les clés à Nordea. Investissez pour nous sur les marchés émergents. Si l'un des 3 de l'équipe s'en va, et surtout qu'il est en charge de 60% des encours avec le marché chinois, par prudence,
on préfère sortir. Donc, l'analyse d'un fonds, ce n'est pas que la performance, c'est aussi voilà, l'humain, le process de gestion, l'équipe, l'organisation, etc. Donc, voilà un exemple de ce qu'on peut faire au quotidien. C'est important, c'est très important et assez symbolique justement, donc du sérieux et de la rigueur apportée en fait à cette gestion. Du coup, passons maintenant au scénario central actuel. Donc, comment vous voyez les choses, Sébastien? Alors, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé. Oui, L'économie en Europe, aux États-Unis, est en surchauffe. Donc, de toute façon, il faut calmer la machine. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, le scénario central, c'est que l'économie va ralentir, mais en partant de niveaux très, très élevés. Donc, elle va ralentir parce que sinon, on entre dans une spirale inflationniste, comme dans les années 70, et on sait tous les dégâts que ça peut provoquer. Donc, les banques centrales, surtout aux États-Unis ou au Royaume-Uni, regardez encore tout à l'heure, la Banque d'Angleterre qui a annoncé encore une hausse de taux directeur. Donc, ça, c'est le premier point. L'économie va ralentir. Les taux alors devraient elle va continuer. ralentir, mais a priori, vous voyez pas de récession justement pointer son... Ben, regardez d'ailleurs, c'est ce qu'annonçait Jérôme Powell hier, le président de la Fed. Euh, il va tout faire pour calmer l'inflation sans faire entrer l'économie américaine en récession. Récession, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 trimestres consécutifs de croissance négative du PIB. On a eu le premier trimestre qui était négatif, mais le premier trimestre, le début était encore perturbé, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, par des contraintes sanitaires. Donc, ce que je décrivais tout à l'heure, le relâchement complet des contraintes est intervenu plutôt à partir de février-mars, vraiment. Euh, donc, on ne pense pas qu'il y aura forcément une récession aux États-Unis et Jérôme Powell va tout faire, il l'a encore dit hier, pour casser l'inflation sans casser la machine. Donc, il est vraiment, c'est un numéro d'équilibriste. Hein. On pense qu'il devrait y arriver, mais on n'est pas sur une probabilité de 100%. Il est quand même face à une situation compliquée, mais encore une fois, face à une économie en surchauffe et non pas à une économie en dépression complète. C'est plutôt presque un problème de riches. L'économie va trop bien, il y a trop d'inflation, on va calmer les choses. Donc, ralentissement, mais pas de récession. Les politiques monétaires, c'est indiqué sur le document, vont effectivement être plus restrictives. Ça a commencé aux États-Unis, on l'a encore vu hier. Dans 6 semaines, on aura une autre hausse des taux directeurs. L'argent injecté sur les marchés financiers est en train de se retirer progressivement. Les Anglais font la même chose. La zone euro n'a encore rien fait, la BCE n'a encore rien fait. On pense que si les chiffres d'inflation restent toujours aussi élevés, la BCE devrait commencer à monter les taux directeurs peut-être dès juillet de cette année. Et on s'attend à 2 ou 3 hausses des taux directeurs en zone euro. Aujourd'hui, le taux directeur de la Banque centrale est à 0. Le taux de dépôt auquel les banques placent l'argent tous les soirs, parce qu'elles ne peuvent pas garder l'argent excédentaire dans leur compte, elles doivent le mettre dans les caisses de la Banque centrale européenne. Ce taux de dépôt aujourd'hui il est négatif à moins 0,50. C'est pour ça que les placements monétaires pour nos clients, quand on investit sur du monétaire, on est à moins 0,50 par an. C'est dramatique, hein, c'est horrible à gérer. Tout ça devrait repasser positif, certainement en fin d'année. Donc, politique monétaire plus restrictive. Et puis, on a un élément qu'on est incapable de prévoir, malheureusement, c'est la géopolitique et ce qui se passe en Ukraine, évidemment, est très compliqué à analyser. Pour nous, en tant que gestionnaire, on ne peut dire qu'une chose, c'est que ça crée de l'incertitude, que ça augmente la volatilité. Donc, ça conduit à deux choses, deux conséquences dans les mandats très concrètes. La première, c'est qu'on va être plus prudent, c'est ce que j'ai mentionné. Non pas qu'on prévoit forcément quelque chose un conflit encore plus meurtrier, on n'en sait rien, mais on prévoit de l'incertitude. Donc, quand on n'y voit pas trop clair, on réduit le risque et on verra bien. L'autre conséquence du conflit en Ukraine, c'est que ça va entraîner plus de volatilité, mais aussi plus d'opportunités. Donc à nous d'essayer d'être réactifs en fonction des mouvements de marché, puisque je le disais tout à l'heure quand je mentionnais les conséquences de ces événements sur les marchés financiers. Ok, ça renforce
la volatilité, le niveau de risque et les incertitudes, mais ça crée des opportunités absolument formidables sur certains secteurs qui parfois se retrouvent propulsés beaucoup trop haut en termes de cours de bourse, trop cher. Donc si on en a, il faut savoir les vendre. À l'inverse, certains secteurs, certaines zones géographiques sont massacrés boursièrement et on peut se dire, tiens, ça peut être intéressant de revenir dessus. Donc, ces incertitudes sont aussi voilà, des opportunités pour nous. Deux exemples, les actions chinoises, j'en parlais tout à l'heure, avec ce qui se passe en termes de Covid là-bas. L'expérience montre depuis 2 ans, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, quand vous confinez, l'économie s'effondre. Quand vous réouvrez, elle rebondit de manière spectaculaire. Je me souviens, il y a 2 ans, quand on était confiné, on disait, OK, on ne peut pas aller au restaurant, donc on se constitue une épargne un peu forcée. Et quand on va réouvrir, on se disait, bah, on ne va pas aller 2 fois plus au restaurant. Mais en fait, si. Beaucoup de gens, de personnes, qui ont eu la chance d'avoir leur revenu préservé, hein, évidemment, il y a des situations compliquées, sont allés 2 fois plus au restaurant quand on a réouvert. Aujourd'hui, on a certains secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, etc., qui ne savent plus où donner de la tête, qui ne trouvent même plus d'employés tellement la demande est très très forte. Donc, en Chine, quand ils vont réouvrir, ça devrait aussi repartir très fortement. Et là, il y a clairement une opportunité boursière à saisir. On n'a pas osé franchement encore y aller de manière franche, mais on se pose la question toutes les semaines, voire tous les jours, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Ça, c'est une opportunité. Autre exemple, les banques ont beaucoup souffert des incertitudes liées à l'Ukraine, puisque vous avez vu toutes ces histoires de système SWIFT avec des banques russes qui pourraient être en difficulté et entraîner avec elles des banques européennes qui auraient prêté à ces banques russes. Donc tout ça, ça crée un peu d'incertitude. Par contre, on a un contexte de hausse des taux au directeur qui est génial pour les banques. Le métier d'une banque, c'est de faire de la marge sur le taux et d'arriver à proposer des crédits avec un taux suffisamment élevé. Plus le taux est bas, plus c'est dur de faire de la marge quand même. Donc la hausse des taux est bénéfique au secteur bancaire. On s'interroge d'acheter davantage de fonds exposés aux valeurs bancaires parce que le contexte de taux est là pour aider les banques. Malheureusement, bah, vous avez ce conflit ukrainien qui crée de l'incertitude et donc on n'a pas encore osé y aller franchement. Et donc ça va être beaucoup plus d'opportunités dans le contexte qui se présente. C'est pas Et forcément du coup, négatif. au-delà justement donc, de cette hausse des taux directeurs qui a vocation à vous servir de boussole, un autre élément qui va vous servir également justement donc, d'outils de discrimination, c'est l'exposition donc à la baisse de la demande, mais surtout à la hausse des coûts des matières premières. En fait, la hausse des coûts des matières premières, c'est quelque chose que vous regardez de près en fait. Exactement. Donc, et ça rejoint un petit peu ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire arriver à trouver des fonds qui sont investis dans des sociétés leaders, des sociétés qui ont la capacité à monter les prix. Je vais donner quelques exemples. Concrètement, quand en portefeuille, vous avez un fonds comme Renaissance Europe, Tocqueville Croissance Euro ou Alliance Bernstein American Growth, ce sont des valeurs à forte croissance, des valeurs à grande visibilité, des valeurs à l'intérieur leaders dans leur domaine. Et ça, c'est ce qu'on essaye clairement de jouer dans les portefeuilles parce qu'elles seront capables d'augmenter, pas forcément leur marge, mais au moins de beaucoup moins souffrir que leurs concurrents qui ont moins une image de marque tout simplement moins forte, moins positive. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, je vous ai donné quelques exemples de fonds, que ce soit aux États-Unis, en zone euro, en Europe. On a cette possibilité de jouer ces thèmes qui seront, selon nous, moins pénalisés, voire même renforcés par le contexte de hausse de coûts qu'on voit un peu partout. D'accord. Concernant donc à présent justement donc, votre processus de gestion, tout à l'heure on parlait de l'attention portée à l'écosystème du fonds et justement de votre vigilance autour notamment par exemple de l'équipe de gestion. Une autre caractéristique très phare de votre processus de gestion, c'est la réactivité. Et j'aimerais revenir justement sur votre changement d'allocation de cette semaine. Cette semaine, vous avez organisé un comité de gestion exceptionnel, notamment mardi, et en liaison avec donc les tensions notamment en Europe de l'Est. Et très clairement, il y a des actions qui ont découlé justement donc, de ce comité de gestion exceptionnel.
l'une des caractéristiques de notre organisation, c'est qu'on est une équipe à taille humaine. C'est-à-dire qu'on a, sur la partie qui est spécifiquement dédiée au mandat Easy Bourse, on a le directeur de la gestion, donc mon responsable, Frédéric Montagne, un allocataire d'actifs avec son équipe de 3 personnes, un allocataire d'actifs, Rachid Medjaoui, et mon équipe qui est en charge voilà, de sélectionner les 130 fonds, de les suivre, etc. Et une équipe de 5 personnes. Donc, le gros avantage, on travaille tous dans le même bureau, le même open space, c'est que dès qu'on a un événement de marché, on ne va pas se dire, bon, j'attends la réunion de la semaine prochaine pour se réunir. C'est qu'en fait, on se dit, bon, il y a un événement marché, on y va tout de suite. Et donc, la réunion a lieu tout de suite. On regarde un petit peu, on fait un tour de table, on regarde les dernières news, on regarde les réactions des marchés, comment évolue le pétrole, comment évolue l'euro-dollar, comment évoluent les marchés actions, comment évoluent les taux, etc. Et puis, on adapte les portefeuilles. Donc, typiquement, ce mardi, on a décidé d'être encore plus prudent et d'alléger encore le poids des actions en portefeuille. Non pas qu'on croit à une catastrophe, encore une fois, c'est pour essayer d'être opportuniste. On est sur le long terme, avoir des actions, c'est clairement quelque chose de très important quand on veut se constituer une épargne, etc. Ça paraît indispensable. Pourquoi? Parce que les actions, mais c'est vrai, j'aurais pu vous dire, on pourrait vous dire ça, on pourrait vous dire ça il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 30 ans. Ça permet de s'exposer à 2 phénomènes qu'on constate. C'est le phénomène de l'innovation. L'être humain est formidable pour innover, toujours innover. Ça crée des gains de productivité, ça crée des nouvelles demandes, ça crée de la richesse, ça fait monter la richesse collective. Alors, il y a des inégalités, on est d'accord, mais la richesse collective augmente et les entreprises, surtout celles qui sont les plus innovantes, arrivent à sortir gagnantes, à gagner, à être plus rentables et voir leur cours de bourse monter. Donc, quand on achète des actions, on achète l'innovation, on achète le cerveau humain capable de créer cette innovation. Et l'autre tendance, quand on achète des actions sur le long terme, c'est qu'on achète la démographie mondiale. Et qu'est-ce qu'on constate encore aujourd'hui? Que des milliards de personnes vivent encore sur des niveaux de vie très très bas, mais même en Chine, hein, on parle de l'exemple de la Chine, des centaines de millions de Chinois vivent encore avec quelques centaines d'euros par mois dans les campagnes. Et le niveau de vie de toutes ces populations a explosé à la hausse depuis 30 ans. Depuis la chute du mur de Berlin, en fait, c'est un peu l'élément déclencheur, hein, la disparition d'un des 2 blocs. Et ce phénomène n'est pas terminé. Et donc, une société comme Danone, comme L'Oréal, comme Apple, comme Ferrari, comme Daimler, est un marché adressable de plus en plus important puisque ces populations voient leur niveau de vie monter et achètent maintenant voilà, des voitures, de l'électroménager, des services bancaires, etc. Donc voilà, donc je n'ai pas encore répondu à la question, mais quand on achète des actions, il ne faut jamais oublier qu'on a ces 2 phénomènes qui sont formidables pour créer de la valeur, l'innovation, la démographie. Ensuite, évidemment, ça se pilote, et donc, eh bien, nous, notre rôle, c'est d'essayer de saisir des opportunités. Vous l'avez compris, j'ai donné quelques exemples. Donc actuellement, on pense qu'il faut faire un peu de cash, donc vendre des actions, on l'a déjà fait, garder un matelas de liquidité. Si les marchés corrigent pour je ne sais quelle raison, ben, on en a listé quelques-unes. Hein. Si la réserve fédérale américaine tape trop fort, monte trop vite les taux, si l'économie chinoise tombe, ralentit trop à cause du Covid, si le conflit ukrainien devient encore plus va beaucoup plus loin en termes de violence, etc. Tout ça, ça peut être des opportunités pour investir ces liquidités. Donc aujourd'hui, oui, il faut avoir des actions. À nous de jouer sur le tactique, de faire un peu de liquidité pour pouvoir saisir des opportunités à l'achat. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc voilà aujourd'hui le positionnement. Alors,
À présent, donc parlons justement donc des performances financières et extra-financières, mais surtout financières, donc des portefeuilles d'investissement. Il faut savoir que tu nous rends compte justement donc des performances tous les trimestres pour le coup, et donc nous-mêmes on vous met en avant donc chers clients ces performances dans le cadre d'une note d'information. Donc je te laisse commenter éventuellement les performances. Oui, alors vous voyez, donc YTD, hein, ça veut dire year to date en anglais, donc depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Vous avez 3 ans depuis la création. Alors, ce qu'on constate depuis le début de l'année, alors on a des marchés compliqués avec tout ce que je viens de mentionner. L'Ukraine n'a pas aidé. Compliqué pourquoi? Parce qu'on a simultanément les taux d'intérêt qui montent et les actions qui baissent. Et je le répète, quand les taux d'intérêt montent, c'est que le prix des obligations baisse. Donc on a un marché obligataire qui en prix baisse et un marché action qui baisse également. Donc simultanément, les deux gros marchés sur lesquels on investit ont baissé. Alors on voit évidemment que plus le profil de gestion est risqué, parce que EasyBourse 50, ça veut dire en moyenne 50% d'actions, 75-75%, 95-95% d'actions, plus le profil de gestion est investi en actions, plus il a souffert depuis le début de l'année, puisque les marchés actions ont quand même pas mal corrigé depuis le début de l'année. Après, vous voyez que sur 3 ans, ça reste très bon. Hein. On a été porté par des marchés actions qui ont très bien fonctionné. Donc sur 3 ans, voilà, on est sur des hausses à 2 chiffres. On peut également mentionner, vous voyez, depuis le début de l'année, le mandat citoyen qui boursièrement est un peu plus compliqué. Pourquoi? Donc on est citoyen, c'est une gestion beaucoup plus ISR, investissement socialement responsable, que les autres. C'est un thème, là aussi, si on se projette un peu à moyen terme, hein, sans regarder forcément très très loin, c'est un thème qui est pour nous forcément créateur de valeur. Pourquoi? Parce que des entreprises qui font attention au bien-être des salariés sont forcément plus productives. Des entreprises qui investissent dans la transition énergétique avec les sommes colossales qui sont déjà investies, qui vont continuer à s'investir partout dans le monde sur ce thème de la transition énergétique, ces entreprises vont forcément avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Donc, on est persuadé qu'à moyen terme, moyen-long terme, c'est une gestion qui a beaucoup d'éléments en main pour performer. Depuis le début de l'année, il y a un événement qui est intervenu, c'est le conflit ukrainien, qui a eu la conséquence de faire monter, je le mentionnais tout à l'heure, 3 secteurs, l'armement, le pétrole, les mines et métaux, qui sont certainement les 3 secteurs les plus controversés d'un point de vue ISR. Donc, les profils citoyens ne sont pas exposés sur ces thèmes-là. Ça leur a été très profitable en 2020, neutre en 2021. Depuis le début de l'année, c'est plutôt pénalisant. Sur le long terme, on est persuadé que, je le mentionnais, qu'on peut tout à fait gérer sans investir sur l'armement ou les mines et métaux ou les valeurs pétrolières, mais plutôt dans la transition énergétique, le bien-être des salariés, les entreprises éco-responsables, etc. Donc voilà le petit écart qu'on peut voir depuis le début de l'année, mais vous voyez que depuis la création, on est là aussi sur des performances plus 24% sur les citoyens en un peu plus de 2 ans. Quand ça marche, ça marche. Donc voilà, il faut Bon, faire le dos rond quelque temps. C'est le principe de réalité. De temps en temps, ça revient à nous. Mais ces tendances sont voilà, structurelles, les tendances que je mentionnais tout à l'heure. donc ça fait cette fameuse distinction entre le conjoncturel et le structurel, effectivement. Donc voilà, donc effectivement, donc une gestion donc qui est rendue compte tous les trimestres, pour le coup concernant les mandats d'arbitrage, et qui est rendu compte tous les semestres avec notamment un rapport extra-financier et des indicateurs extra-financiers concernant justement donc, le mandat action citoyen. C'est donc pour vous la possibilité de comprendre
donc les orientations de la gestion donc, de l'équipe de Sébastien, et également de voir dans quelle mesure vous pouvez donc envisager voilà, donc soit une sécurisation de vos plus-values, soit éventuellement des versements programmés plus importants également pour aligner justement et lisser cet effet de volatilité. Donc voilà, donc, et un webinaire tous les trimestres. Donc là, donc sur les mandats d'arbitrage, la prochaine fois sur le mandat action citoyen. Donc des webinaires qui sont censés vous permettre voilà, de poser vos questions en direct. Alors les questions, effectivement, on en a. Donc on va essayer de ne pas faire trop long. Une première question concerne donc la hausse des taux. Et la question, c'est pourquoi la hausse des taux est défavorable en fait aux actions tech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme qu'il y a entre justement les deux? Alors, en fait, ce qu'on appelle les valeurs de croissance à forte visibilité, alors la technologie en fait partie, clairement. Les valeurs Internet américaines, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, en font partie. Le secteur du luxe en fait partie. Ces valeurs de croissance à forte visibilité présentent un énorme avantage, c'est qu'on arrive à prévoir pour les prochaines années de manière assez fine la rentabilité, les résultats, les dividendes qui vont être versés, etc. Donc en fait, quand on valorise ce que fait le marché action, mais ce que fait un gérant également ou un trader, quand il valorise une action, il essaye de prévoir l'avenir. Les marchés financiers, c'est ça, hein. C'est essayer d'avoir raison avant que la nouvelle tombe et que le marché financier s'adapte. Parce que toutes les nouvelles déjà connues sont déjà intégrées dans les cours de bourse. Donc, il faut essayer d'avoir un temps d'avance. Donc, un gérant, un investisseur sur les actions, il essaie de prévoir la rentabilité future de ces entreprises. Et donc, des valeurs comme Google, comme Facebook, comme LVMH, comme SAP dans la technologie, par exemple, sont valorisées, alors c'est là que c'est compliqué à expliquer, en actualisant les flux futurs qui vont tomber en 2022, 2023, 2024. Et pour actualiser, on le fait avec les taux d'intérêt actuels. Si on sait qu'on va toucher un dividende dans 5 ans de 10 euros par action, les 10 euros qu'on va vous verser dans 5 ans, si on les ramène à leur prix d'aujourd'hui, aujourd'hui ça vaut moins que ça, puisque il y aura eu une inflation entre-temps, etc. Donc c'est avec le taux d'intérêt qu'on actualise ça. Et donc plus le taux d'intérêt actuel est élevé, plus les flux futurs qui vont être versés vont être faibles et ça fait baisser la valorisation de l'entreprise. Donc en fait, c'est la méthode de valorisation des entreprises qui fait que ces très belles entreprises à forte visibilité, quand on dit, ben voilà, je prends les flux 2022, 2023, 2024, 2025, plus les résultats sont lointains dans le modèle de valorisation, plus la hausse des taux impacte négativement l'actualisation de ces flux. Une autre façon de voir les choses de manière moins mathématique et un peu plus intuitive peut-être, c'est aussi que ces entreprises investissent beaucoup, s'endettent, ont besoin d'investir, enfin de s'endetter pour financer l'innovation, etc. Et plus les taux d'intérêt montent, là aussi, plus ça impacte ce type d'entreprise. À l'inverse, c'est beaucoup moins le cas. Bah, l'exemple typique, c'est les banques qui, elles, je le disais tout à l'heure, sont des titres plutôt décotés et ne bénéficient plutôt boursièrement de la hausse des taux d'intérêt. Alors, une bonne transition, Sébastien, avec justement les banques, puisque une autre question de l'un de nos clients, c'est donc effectivement aujourd'hui, vous êtes plutôt en fait porteur sur le secteur bancaire. Comment concilie-t-on investissement socialement responsable et justement exposition au secteur bancaire? Ça dépend ce qu'on entend par investissement socialement responsable. Nous, on va regarder, alors dans le citoyen, on regarde 6 critères. Donc, les clients qui ont le mandat EasyBourse citoyen reçoivent, ça a été dit tout à l'heure, un rapport financier, mais également un rapport extra-financier sur 6 critères. On va mesurer les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, l'égalité homme-femme, les créations d'emplois. On a 6 critères comme ça. Quand on regarde le secteur bancaire, sur ces critères-là, il s'en sort plutôt bien. Après, il y a également beaucoup de progrès qui ont été faits sur
la prévention du surendettement, parce qu'on peut penser un peu à ça. Vous voyez, quand on peut être un peu en difficulté, on a des agios, on a la prospection également de certaines entreprises certaines banques qui vont surendetter certaines personnes en difficulté. Tout ça, ça s'est quand même beaucoup amélioré depuis quelques années. Donc, elles ont amélioré le traitement du surendettement, elles améliorent la parité homme-femme. Pour travailler dans une banque, je peux vous dire que les rapports qui sortent par les ressources humaines régulièrement sur les écarts salariaux hommes-femmes sont pris très au sérieux dans la banque dans laquelle je travaille, dans le groupe Banque Postale en général, et les partenaires avec lesquels on travaille, sociétés de gestion également. Donc, c'est des choses aussi qui progressent. Mais même les secteurs polluants, tout à l'heure, je parlais du secteur de l'énergie, des énergies fossiles, c'est des secteurs qui font beaucoup de progrès sur, par exemple, la transition écologique. Donc, voilà, c'est plutôt un, un mouvement de fond qu'on constate partout. Et nous-mêmes, en tant qu'investisseurs, euh, on essaye à notre petit niveau d'influencer les gérants de fonds dans lesquels on investit, qui eux-mêmes influencent les entreprises dans lesquelles ils investissent l'argent de nos clients. Donc c'est un effet boule de neige qui marche assez bien, d'autant plus que la réglementation européenne est en train de se renforcer là-dessus, la réglementation SFDR, qui va entrer dans une nouvelle phase à partir de l'année prochaine, où on interrogera même chaque client investisseur sur son rapport à l'investissement socialement responsable et à la durabilité. Donc, c'est des choses qui vont être intégrées même concrètement dans les choix d'investissement de chaque client particulier. Vous, moi, tout le monde, on sera tous concernés quand on voudra investir dans un contrat d'assurance vie, par exemple. Donc, la réglementation, mais également tout simplement la société souhaite aller plus loin dans toutes ces questions, et ça se diffuse partout, dans tous les secteurs, y compris le secteur des banques, sans qu'évidemment on soit dans un monde de bisounours. On est d'accord, ça reste un système capitaliste qui est là pour dégager de la rentabilité, euh, mais on peut gagner de l'argent en étant sympa avec ses salariés, sans polluer, en retraitant ses déchets, et même d'ailleurs, on peut même en gagner encore plus en étant éthique. Et de toute façon, c'est une demande des clients de plus en plus, de clients qui achètent une voiture, qui achètent de l'alimentation. C'est une tendance qui est un peu partout. Euh, on en tient compte de plus en plus. Alors, justement, donc, une dernière question pour ne pas faire trop long. Toujours justement donc, sur cette dimension de l'investissement socialement responsable, quand éventuellement un compte rendu de données extra-financières concernant les mandats d'arbitrage. Donc là, on a dit justement tout à l'heure qu'il y avait un rapport de gestion extra-financière concernant le mandat action citoyen. Est-ce qu'on peut s'attendre effectivement à des données également extra-financières sur les mandats d'arbitrage? Oui, voilà, réponse brève. Oui, ça va arriver. On y travaille. Ce sera dans un premier temps moins détaillé que ce qui peut être fait sur le mandat citoyen. Parce que le mandat citoyen, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Quand on prend des décisions, elles sont à la fois basées sur des décisions financières. Par exemple, on décide de réduire le poids des actions de la zone euro pour renforcer le poids des actions américaines. C'est un exemple. On l'a fait dans le citoyen également. Mais en parallèle, on a un outil qui mesure les conséquences extra-financières de ces décisions. Et donc, ce que l'on veut, c'est que sur nos 6 critères, on en ait en permanence au moins 5 qui soient meilleurs que l'indice de référence auquel on se réfère. Euh, donc, ça a une vraie conséquence concrète dans nos décisions. Parfois, on se dit, ah, on ne peut pas aller aussi loin que ce qu'on voudrait dans le mouvement, ou alors il faut trouver une parade pour ne pas dégrader trop tel critère sur la parité homme-femme par rapport à la consommation d'eau, à la consommation de CO2. Donc c'est quand même quelque chose de très engageant qui a de grosses conséquences dans la gestion. On ne veut pas aller aussi loin dans les mandats d'arbitrage classiques ISIBOR 50, 75, 95. Je ne suis pas sûr que tous les clients aient forcément envie que leur épargne euh, intègre dans la prise de décision ces critères de manière aussi poussée.
Parce que typiquement, vous voulez faire des actions chinoises, c'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes dans un citoyen que dans un non-citoyen et vous pouvez manquer une opportunité boursière pour ces raisons-là. En revanche, en termes de reporting, oui, on va améliorer les choses et commencer, il faut nous laisser un peu de temps, à communiquer des données extra-financières dans les mandats 50, 75 et 95 d'Easy Bourse. Ce ne sera pas en 2022, c'est ce que je peux vous dire, plutôt l'année prochaine. De toute C'est façon, de toute façon, la réglementation évolue en ce sens. Même si on n'était pas convaincu, la réglementation européenne évolue en ce sens. entendu, Sébastien. Bon, bah, merci en tout cas. Merci pour ces explications. Merci pour ton éclairage, pour l'ensemble de ces éléments justement donc informatifs qui, je l'espère, vous ont permis de mieux comprendre la gestion justement donc de l'équipe de Sébastien. Merci énormément, chers participants, d'avoir répondu présent et d'être restés jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire concernant EasyV. Merci encore, Sébastien. Merci pour votre écoute. Au revoir, bonne soirée. Merci. Au revoir.